J'ai envoyé un SMS, j'ai hâte de fêter l'anniversaire de maman ce soir. Ma sœur a répondu, on l'a déjà fait hier. C'était parfait sans le mélodrame. Puis ma cousine a publié une photo de groupe, tout le monde souriant autour du gâteau que j'ai payé. Je n'ai pas commenté. Cette nuit-là, je me suis connecté, j'ai annulé chaque paiement lié au bail de sa boutique, et au matin, son magasin était dans le noir, sa publication supprimée, et mon téléphone vibrait avec 61 appels manqués. Mon nom est Michael. J'ai 36 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la personne que tout le monde appelle quand les choses s'effondrent. Pas parce que je suis spécial, pas parce que je suis le préféré de qui que ce soit, mais parce que je réponds présent. Je fais les virements. Je co-signe les papiers. Je pose moins de questions que je ne le devrais. Ma sœur Amanda a 3 ans de moins que moi. Mais on ne devinerait jamais que nous avons partagé la même enfance. Là où j'ai appris à faire attention à l'argent, elle a appris que l'argent apparaît quand on en a besoin. Là où j'ai accepté la bourse et travaillé de nuit, elle a pris les cartes de crédit et a appelé cela de l'investissement personnel. Nos parents voyaient son assurance comme du charme. Ils voyaient ma prudence comme de la peur. Je me souviens avoir eu 12 ans, regardant papa donner un billet de 20 pour le cinéma pendant que je recevais une leçon sur l'épargne de l'argent gagné en tondant la pelouse. Je me souviens avoir eu 17 ans, écoutant maman expliquer pourquoi Amanda avait plus besoin de la voiture parce qu'elle avait des engagements sociaux. J'allais à mon travail à temps partiel sur un vélo emprunté. Le schéma n'a jamais changé. Quand Amanda a accidenté cette voiture à 19 ans, c'est moi qui ai co-signé pour son remplacement. Quand elle a atteint le plafond de ses cartes de crédit à 22 ans, c'est moi qui l'ai aidé à consolider ses dettes. Quand elle a décidé que l'école de commerce n'était pas pour elle après un semestre, c'est mon fonds d'urgence qui a absorbé les frais de scolarité perdus. À l'époque où j'ai eu 25 ans, j'avais cessé d'attendre de les quitter. J'ai juste accepté mon rôle. J'étais le filet de sécurité, le plan de secours, celui sur qui on peut compter et qui s'assurait que tous les autres puissent s'envoler. Amanda voulait ouvrir une boutique il y a 4 ans. Elle avait la vision, l'esthétique Instagram, tout le rêve tracé dans un journal en cuir qu'elle portait partout. Ce qu'elle n'avait pas, c'était du crédit, des garanties, ou n'importe quel plan d'affaires qui ait du sens pour une banque. Alors, elle m'a appelé. Dani, tu crois en moi, n'est-ce pas? Sa voix était douce, familière elle-même ton qu'elle utilisait depuis que nous étions enfants quand elle voulait quelque chose. J'ai juste besoin de quelqu'un pour co-signer le bail. Tu n'auras rien à faire. Je te le promets. C'est juste une formalité. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû dire non. Mais c'était ma sœur. Et une vieille partie têtue de moi voulait encore être le bon frère, celui sur qui on peut compter, la personne qui aidait la famille à réussir. J'ai signé les papiers dans un bureau d'avocat au centre-ville. Amanda m'a serré dans ses bras, a pris un selfie avec le contrat, et l'a publié avec une légende sur les rêves et le soutien familial. 300 personnes ont aimé. J'ai été identifié comme mon frère incroyable avec un emoji cœur. C'était il y a 4 ans la dernière fois que ma contribution a été reconnue publiquement. Depuis lors, j'ai discrètement couvert 2 mois de loyer quand ses ventes chutaient. J'ai viré de l'argent pour des urgences de stock. Je me suis porté garant pour du crédit fournisseur quand ses comptes étaient à sec. Tous les quelques mois, il y a une crise, un manque, une pénurie temporaire. Et chaque fois que je le comble, maman dit toujours la même chose quand je l'évoque, c'est ce que fait la famille, Dani. Amanda construit quelque chose. Tu devrais être fier. Je voulais être fier. J'ai essayé d'être fier. Mais quelque part en chemin, j'ai commencé à remarquer des choses. Comment les urgences d'Amanda arrivaient toujours juste avant ses publications de vacances. Comment la basse saison de la boutique coïncidait avec sa nouvelle voiture. Comment mon nom était sur le bail et l'assurance, mais jamais sur les publications de remerciements, les histoires de réussite, ou l'article de magazine sur l'entrepreneur autodidacte Amanda Robinson. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me disais que j'étais mesquin. Après tout, elle vivait son rêve. N'était-ce pas ce qui comptait? Que j'ai aidé quelqu'un que j'aimais à accomplir quelque chose de significatif? Puis est venu l'anniversaire de maman. Je savais pour l'anniversaire de maman depuis des semaines. 63 ans, une étape importante pour laquelle elle était excitée depuis janvier. Amanda et moi en avions parlé il y a 1 mois et avions prévu un petit dîner dans le restaurant préféré de maman. J'avais proposé de m'occuper du gâteau, des fleurs et de la réservation de la salle privée.
Parfait, avait dit Amanda au téléphone. Tu es le meilleur, Danny. Maman va adorer. J'avais tout commandé 3 jours à l'avance. Un gâteau personnalisé de la boulangerie que maman adorait, décoré de ses fleurs de lilas préférées et de crème au beurre, $200. J'avais confirmé la réservation pour 6 personnes. J'ai acheté une écharpe en cachemire que je savais qu'elle reluquait chez Nordstrom et je l'ai emballée soigneusement dans du papier crème avec un ruban de soie. Hier matin, j'avais envoyé un SMS sur le groupe familial, celui avec maman, papa, Amanda et notre cousine Nancy. J'ai hâte de fêter l'anniversaire de maman ce soir. On se voit tous à 19h. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. La réponse d'Amanda est arrivée, froide et rapide, on l'a déjà fait hier. C'était parfait sans le mélodrame. J'ai fixé le message, mon café refroidissant dans ma main. Les mots n'avaient pas de sens au début. Je les ai relus. Puis encore. Ils avaient déjà fêté sans moi. Hier. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai posé le café avant de pouvoir le renverser. Avant que je puisse réaliser ce que cela signifiait, ma cousine Nancy a publié une photo dans le groupe familial. Tout le monde réuni autour d'une table chez Marello, l'endroit italien que maman adorait. Tout le monde souriant, riant. Maman au centre, les mains jointes de ravissement. Papa à côté d'elle, le bras autour de ses épaules. Amanda de l'autre côté, se penchant tout près. Et là, sur la table entre eux, se trouvait mon gâteau. Les fleurs en crème au beurre lilas que j'avais commandées. Le message personnalisé dans la police d'écriture préférée de maman. Mes $200 parfaitement tranchés et servis sur la porcelaine du restaurant. La légende de Nancy disait, meilleure surprise d'anniversaire de tous les temps. J'aime cette famille. J'ai compté les personnes sur la photo. 8. Ils avaient invité 8 personnes. Des tantes, des oncles, des cousins. Une célébration entière planifiée, exécutée et photographiée sans un seul mot pour moi. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas appelé. Je suis juste resté assis là, à ma table de cuisine, sentant quelque chose se briser dans ma poitrine, quelque chose qui tenait bon depuis très longtemps. Mon téléphone a encore vibré. Maman avait répondu à la photo de Nancy avec 3 émojis cœur et les mots « Merci beaucoup à tous ». Quelle merveilleuse surprise. J'ai fait défiler les commentaires sous la photo de Nancy. 34 personnes l'avaient déjà aimé. Des tantes, des oncles, de la famille, des amis, tout le monde félicitant maman, louant la belle célébration. Quel gâteau magnifique, a écrit tante Beverly. Tu as l'air si heureuse, a ajouté quelqu'un d'autre. Personne ne m'a mentionné. Personne n'a demandé où j'étais. C'était comme si je n'avais jamais fait partie du plan du tout. J'ai ouvert mon fil de discussion avec Amanda. Notre dernière conversation remontait à 4 jours, confirmant le dîner de ce soir, l'heure de la réservation et ma commande de gâteau. Elle avait répondu avec un emoji pouce levé et j'ai hâte. J'ai tapé lentement, mes doigts raides, c'est moi qui ai commandé ce gâteau. J'ai fait la réservation. Quand le plan a-t-il changé? 3 points sont apparus, ont disparu et sont réapparus. Finalement, sa réponse est arrivée, on a décidé de faire quelque chose de plus intime. Tu rends toujours les choses compliquées, Danny. On voulait juste que ce soit facile pour une fois. Mes mains se sont serrées autour du téléphone. J'ai lu le message 3 fois, chaque mot coupant plus profondément. J'ai répondu, j'ai payé pour ce gâteau. J'ai payé pour beaucoup de choses. Les points ne sont pas réapparus. Elle l'avait lu, le petite coche le confirmait mais elle n'a pas répondu. 20 minutes plus tard, maman a appelé. Sa voix était joyeuse, inconsciente, flottant à travers le haut-parleur comme si rien n'allait mal. Danny, chérie, merci beaucoup pour le gâteau. Il était absolument magnifique. Tout le monde l'a adoré. Les fleurs de lilas étaient parfaites. J'ai attendu, laissant le silence s'étirer entre nous, la laissant entendre ce que je ne disais pas. On a juste pensé que ce serait plus facile de fêter ça un jour plus tôt, a-t-elle continué, son ton changeant légèrement, se justifiant. Tu sais comme tu deviens anxieux lors des grands rassemblements. Amanda a pensé que tu serais plus à l'aise si on restait en petit comité et qu'on ne te mettait pas la pression. Je n'ai pas été invité au petit comité, ai-je dit doucement. Je n'ai pas été invité du tout. Oh, mon chéri, ne sois pas mélodramatique. Ce n'est pas comme ça. C'était juste une chose de dernière minute. Amanda voulait me surprendre, et tu sais comme elle est spontanée.
Le gâteau que j'ai commandé il y a 3 jours était là, maman. Elle a marqué une pause. Je pouvais entendre la télévision en arrière-plan, les rires enregistrés de n'importe quelle émission que papa regardait. Eh bien, Amanda est allée le chercher. Elle savait que tu l'avais commandé. Elle voulait s'assurer qu'il ne soit pas gaspillé. Elle aurait pu me dire que le plan avait changé. Danny, tu en fais toute une histoire pour rien. On voulait juste passer une soirée agréable. Pas de stress, pas de complications. Et c'est moi la complication. Je n'ai pas dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. J'ai fermé les yeux, pressant le téléphone contre mon oreille. Je dois y aller, maman. Ne sois pas fâchée, chérie. On fera quelque chose ensemble bientôt. Juste nous deux. Je te le promets. Peut-être un déjeuner la semaine prochaine. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Avant que je ne puisse entendre une autre excuse, un autre rejet, une autre façon de faire paraître ma blessure déraisonnable. Je me suis fait porter pâle au travail. Je n'avais pas l'énergie de prétendre que tout était normal. Je n'avais pas la force de m'asseoir en réunion, de sourire et de faire comme si ma famille ne venait pas de m'effacer d'une célébration que j'avais payée. Pendant des heures, je suis resté allongé sur mon lit à fixer le plafond, rejouant chaque moment où j'avais été rendu invisible. Chaque fois que j'avais couvert Amanda et reçu un désinvolte merci, tu es le meilleur en retour. Chaque fois que maman m'avait demandé d'être patient avec le chaos financier de ma sœur. Chaque fois que papa avait changé de sujet quand j'évoquais l'argent que j'avais prêté et jamais récupéré. J'ai pensé à l'ouverture de la boutique il y a 4 ans. Comment Amanda avait posé pour des photos avec des investisseurs, des influenceurs et la presse locale. Comment elle avait prononcé un discours sur la détermination, la vision et le fait de ne jamais abandonner ses rêves. Comment je m'étais tenu à l'arrière de la foule, anonyme juste un autre visage dans l'assistance. Elle n'avait jamais mentionné mon nom, n'avait jamais reconnu le bail co-signé qui avait rendu tout cela possible, ne m'avait jamais remercié publiquement pour les fondations que j'avais fournies. Dans son histoire, elle l'avait fait seule. À la force du poignet, manifestait, crut quand personne d'autre ne le faisait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler l'Instagram d'Amanda. C'était un sanctuaire soigneusement organisé à la gloire de son succès. Des publications de tenue contre des murs de briques, des citations de motivation superposées sur des photos de coucher de soleil, des réels sur la construction de son empire et le fait de parier sur soi-même. Une publication récente d'il y a 2 semaines avait une légende sur le fait de se faire confiance quand personne d'autre ne le fait. 4000 personnes l'avaient aimé. J'ai cliqué pour accéder à son compte professionnel. La page de la boutique était encore plus léchée. Des photos professionnelles de portants de vêtements et un décor minimaliste. Des témoignages de clients sur la façon dont faire du shopping là-bas avait changé leur confiance en eux. Un montage intitulé Notre histoire documentait son parcours, du concept au jour de l'ouverture. J'ai tout regardé le 3 minutes entières. Pas une seule fois mon nom n'est apparu. Pas une seule fois il n'y a eu mention d'aide, de soutien ou de partenariat. Dans la version de la réalité d'Amanda, elle était une réussite autodidacte. Une femme qui avait surmonté les obstacles par la seule force de sa volonté. J'ai fermé l'application et ouvert mes emails à la place. Là, enterré dans un dossier intitulé Affaire Amanda, se trouvaient 4 ans de reçus, des renouvellements de bail avec ma signature, des confirmations d'assurance avec ma carte de crédit, des contrats de fournisseurs avec mon nom listé comme garant financier, et des factures de services publics automatiquement débitées de mon compte. Je n'étais pas un partenaire silencieux. Je n'étais même pas un investisseur. J'étais la fondation, l'architecture invisible qui soutenait tout ce qu'elle avait construit. Et j'avais été trop empressé d'aider, trop désespéré d'être utile, pour réaliser que j'étais utilisé. L'appartement me semblait trop silencieux, trop vide, comme si je m'y volatilisais, me fondant dans les murs et l'air rassis. J'ai pensé à appeler quelqu'un, un ami peut-être. Mais qu'est-ce que je dirais? Que ma famille avait organisé une fête sans moi et que cela avait brisé quelque chose à l'intérieur. Que j'avais passé 4 ans à financer le rêve de ma sœur et qu'elle ne pouvait même pas m'inviter à l'anniversaire de notre mère? Cela semblait pathétique dit comme ça. Puéril. Comme si j'étais jaloux de ne pas attirer l'attention. Mais ce n'était pas une question d'attention. C'était une question d'être effacé. D'être valorisé uniquement pour ce que je pouvais fournir, puis jeté dès que je n'étais plus pratique. Le soir venu, l'engourdissement s'était durci en quelque chose d'autre. Quelque chose de plus froid.
Quelque chose qui n'avait plus besoin de leur approbation. J'ai rouvert mon ordinateur portable. Cette fois, je ne regardais pas seulement ce que j'avais donné. Je regardais ce que je pouvais reprendre. Le bail de la boutique était entièrement à mon nom. Pas co-signé, pas partagé, juste à moi. J'avais oublié ce détail. Ou peut-être que je ne l'avais jamais vraiment assimilé. Quand Amanda m'avait supplié de l'aider il y a 4 ans, le propriétaire avait rejeté sa candidature purement et simplement. Mauvais crédit, pas d'historique financier, pas de preuve de revenus stable. J'avais donc signé en tant que locataire principal, elle étant listée comme occupante autorisée. À l'époque, cela avait semblé être une technicité, une solution de contournement, un moyen de l'aider à démarrer. Maintenant, cela ressemblait à du pouvoir. J'ai sorti le document du bail, les 12 pages de texte juridique dense. Ma signature au bas de la page 11, mon compte bancaire listé pour les paiements automatiques du loyer à la page 3. Paiements automatiques. J'ai cliqué pour accéder au portail de paiement de ma banque. C'était là, listé sous les transferts mensuels récurrents, 3000 rien qu'en loyer. J'ai fixé l'écran, mon curseur survolant le bouton « Annuler le paiement récurrent ». Un clic, c'est tout ce qu'il faudrait. Mais je n'ai pas encore cliqué. J'ai continué à creuser. Les services publics de la boutique étaient également à mon nom. Électricité, eau, Internet, système de sécurité. Je les avais installés pendant sa semaine d'ouverture en notre faveur qui était censée être temporaire. Elle devait les transférer sur son compte professionnel une fois que tout serait bien en place. C'était il y a 4 ans. La police d'assurance commerciale, ma carte de crédit, renouvellement automatique chaque année, $1600 par an pour la responsabilité civile et la couverture des biens. Le système de points de vente dont elle avait tant vanté les mérites, abonnement mensuel sur ma carte, $89, retrait automatique chaque mois pendant 3 ans. Les comptes de crédit fournisseurs qu'elle avait ouverts pour le stock, la plupart exigeaient un garant financier avec un bon crédit. J'avais signé comme garant pour 3 d'entre eux. Si elle faisait défaut, ils s'en prendraient à moi. Pièce par pièce, j'ai cartographié toute l'architecture de son entreprise. Et au centre de chaque fondation, de chaque poutre de soutien, de chaque mur porteur, il y avait moi. Mon nom, mon crédit, mon argent. Je me suis adossé à la chaise de cuisine, sentant quelque chose de tranchant et de clair s'installer dans ma poitrine. Quelque chose qui ressemblait à du contrôle. Amanda pensait avoir construit un empire, mais elle l'avait construit sur mes fondations. Et elle n'avait aucune idée de la fragilité réelle de ces fondations, de la facilité avec laquelle elles pouvaient être retirées. Mon téléphone a vibré, éclairant la cuisine sombre. Un SMS d'Amanda, et « Tu peux couvrir le bail ce mois-ci ?» Les ventes ont été bizarres ces derniers temps. Je te rembourserai la semaine prochaine quand ma grosse commande sera réglée. Je l'ai lu 3 fois, ne ressentant rien. Pas de colère, pas de blessure, juste une clarté froide. Elle ne se souvenait même pas de l'anniversaire. Ne s'est pas excusée. N'a pas reconnu ce qu'elle avait fait. Elle est passée directement à la demande suivante. Au prochain retrait à la banque de Michael. J'ai répondu lentement, délibérément, non. Un mot, 3 lettres. Sa réponse est arrivée rapidement, Danny, sérieusement, c'est juste jusqu'à la semaine prochaine. Tu sais que je suis solvable. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé. J'ai regardé le téléphone vibrer sur la table, son nom clignotant sur l'écran. J'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il passe sur messagerie. Elle a rappelé. J'ai retourné le téléphone face contre table et je suis retourné à mon tableur. À minuit, j'avais une carte financière complète. Chaque dollar que j'avais dépensé, chaque contrat que j'avais signé, chaque film reliant à son entreprise. Et à côté de chaque article, j'ai mis une note, annulable, révocable, résiliable. J'avais construit cela, ce qui signifiait que je pouvais le déconstruire. Amanda s'est présentée à mon appartement le lendemain matin sans prévenir. Je l'ai entendu frapper, puis marteler, puis m'appeler par mon nom à travers la porte. Danny, je sais que tu es là. Ouvre. On doit parler. Je n'ai pas répondu. Je me tenais de l'autre côté de la porte, regardant son ombre bouger dans l'interstice au bas, écoutant sa frustration monter. Elle a envoyé un SMS, je sais que tu es là. C'est ridicule. On doit parler du bail. J'ai fini par répondre, retrouve-moi au Palmer Coffee dans 1 heure. Témoin public neutre. Quand je suis entré,
elle était déjà là, assise à une table d'angle, les bras croisés sur sa poitrine. Elle avait l'air frustrée, mais pas inquiète. Pas encore. Son expression était la même que celle qu'elle portait 1000 fois auparavant quand j'avais été gênant, agacé, impatiente. Je me suis assis en face d'elle sans rien commander. « Qu'est-ce qui se passe, Dani ?» a-t-elle dit, son ton tranchant. « Tu ignores mes appels. Tu ne veux pas couvrir le bail. C'est quoi ton problème ?» J'ai croisé son regard. « Quand comptais-tu me parler de l'anniversaire de maman ?» Elle a cligné des yeux, déstabilisée. « Quoi ? La fête ? Celle que vous avez faite sans moi ? En utilisant le gâteau que j'ai payé ?» Elle a agité la main avec dédain, comme si j'évoquais quelque chose de trivial. « Oh mon Dieu, tu es encore là-dessus. » Ce n'était pas personnel, Dani. On voulait juste quelque chose de discret. Maman voulait faire simple. Tu as utilisé mon gâteau. Tu n'étais même pas là. Qu'est-ce que ça pouvait faire ? Je n'étais pas là parce que je n'étais pas invité, Amanda. Elle a soupiré, un son lourd d'exaspération. Tu es mélodramatique. Maman voulait quelque chose de simple. Tu réfléchis toujours trop à ces choses-là. Tu deviens bizarre lors des réunions de famille. On essayait de rendre les choses faciles. Facile pour qui ? Pour tout le monde. Tu rends tout compliqué, Dani. Tu deviens anxieux, tu deviens silencieux, et après tout le monde doit marcher sur des œufs autour de toi. On voulait juste une soirée où on pouvait se détendre. Je l'ai fixée, la regardant réécrire l'histoire en temps réel, transformant mon exclusion en une faveur qu'elle m'avait faite. J'ai payé pour ce gâteau, Amanda. J'ai fait la réservation. J'ai tout organisé. Et tu as décidé que je ne valais pas la peine d'être inclus. Ce n'est pas une question de valeur. C'est pour éviter les drames. Elle s'est penchée en avant, sa voix adoptant un ton que je connaissais bien, celui qu'elle utilisait quand elle me gérait. Pour arrondir les angles. Écoute, je suis désolé que tu te sois senti mis de côté. D'accord, je suis désolé. Est-ce qu'on peut passer à autre chose maintenant ? J'ai vraiment besoin que tu couvres le loyer de ce mois-ci. J'ai une grosse livraison qui arrive et j'ai besoin de liquidités pour le stock. Je peux te rembourser d'ici le 15. Je l'ai fixé du regard. Elle ne s'excusait pas. Elle prononçait les mots qu'elle pensait nécessaires pour obtenir ce qu'elle voulait. Non, ai-je dit. Son expression s'est durcie. Dani, ne sois pas mesquin. C'est mon entreprise. C'est mon gagne-pain. C'est mon bail. Quoi ? Le bail est à mon nom, Amanda. L'électricité, l'eau, l'assurance, les comptes de crédit, tout. Ton entreprise existe parce que j'ai signé pour elle. Elle a ri, mais cela sonnait forcé, nerveux. D'accord. Et c'est ce que tu avais accepté de faire. C'était l'arrangement. Tu ne peux pas simplement te retirer maintenant. Si, je peux, en fait. Son sourire a complètement disparu. Tu n'oserais pas. Je me suis levé lentement, j'ai sorti mon portefeuille et j'ai posé un billet de 5 $ sur la table pour la place que j'avais occupée. Tu voulais que ce soit parfait sans moi, Amanda. Tu voulais que ce soit facile. Alors maintenant, tu vas voir à quoi cela ressemble réellement. Dani, assieds-toi. Tu es ridicule. J'ai fini d'être ridicule. J'ai fini d'être le plan de secours. J'ai fini de payer pour une famille qui ne veut pas de moi à sa table. Je suis sorti avant qu'elle ne puisse répondre. Avant qu'elle ne puisse prononcer un autre mot manipulateur, avant que je ne puisse remettre en question ce que j'allais faire. Ce soir-là, j'ai passé les appels. D'abord, le propriétaire. J'ai expliqué calmement, professionnellement, que je résiliais le bail à la fin de la période de préavis de 60 jours prévue au contrat. Il était surpris mais professionnel. Il m'a remercié de l'avoir prévenu et a confirmé qu'il enverrait les documents officiels de résiliation sur mon courriel dans les 24 heures. Qu'en est-il de l'autre locataire, a-t-il demandé. Amanda Robinson ? Elle est inscrite comme occupante autorisée. Elle n'est pas sur le bail, ai-je dit. Elle n'est autorisée que parce que je suis le locataire principal. Une fois que mon bail prend fin, son autorisation d'occuper l'espace prend fin aussi. Il y a eu un silence. Compris. Je devrais l'en informer également, selon la procédure standard. C'est très bien. Ensuite,
j'ai appelé les services publics. L'électricité d'abord, puis l'eau, puis l'Internet. Chaque conversation suivait le même script. J'étais le titulaire du compte. Je voulais mettre fin au service dans 30 jours. Oui, je comprenais qu'il puisse y avoir une facture finale. Oui, j'avais une adresse de réexpédition pour les documents. Les représentants du service clientèle étaient polis, efficaces, indifférents. Pour eux, je n'étais qu'une fermeture de compte de plus, un autre numéro dans le système. Pour moi, chaque appel était un fil coupé. Chaque numéro de confirmation était une petite victoire silencieuse. L'assurance commerciale a été plus facile. Je me suis connecté à mon compte de carte de crédit, j'ai trouvé le prélèvement automatique et j'ai annulé le renouvellement. La police expirerait dans 43 jours à la fin du terme actuel. Plus de couverture, plus de protection contre la responsabilité civile, le vol ou les dommages matériels. Le système de points de vente a pris 5 minutes. J'ai appelé l'entreprise, vérifié mon identité en tant que titulaire du compte et annulé l'abonnement. Ils m'ont proposé une réduction pour rester. J'ai refusé. Ils ont dit que le système cesserait de fonctionner à la fin du cycle de facturation actuel. Je les ai remerciés et j'ai raccroché. Un par un, j'ai tout démantelé méthodiquement, calmement, avec la même attention méticuleuse que j'avais utilisée pour tout construire au départ. Les comptes de crédit auprès des fournisseurs étaient plus compliqués. Je ne pouvais pas simplement les annuler sans conséquences potentielles pour mon dossier de crédit. Mais je pouvais me retirer en tant que garant en remboursant les soldes impayés et en retirant formellement ma garantie par écrit. J'ai vérifié les soldes. Fournisseur 1, $1,200. Fournisseur 2, $800. Fournisseur 3, $2,000. $4,000 au total pour acheter ma liberté. J'ai transféré l'argent ce soir-là. Ensuite, j'ai rédigé 3 lettres identiques expliquant que je n'acceptais plus de servir de garant financier et que toutes les décisions de crédit futur devraient être prises uniquement sur la base de la situation financière de l'entreprise. Je les ai envoyées par courriel, puis je les ai imprimées, signées et préparées pour un envoi en recommandé. À 2 heures du matin, j'avais rompu chaque connexion. Chaque paiement automatique annulé, chaque autorisation révoquée, chaque garantie retirée. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer toute la nuit, 12 appels d'Amanda, 6 de maman, 3 de papa, 2 de Nancy. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à écrire. Une chronologie. Un registre. Chaque date où j'avais couvert le loyer, chaque urgence que j'avais résolue, chaque promesse de remboursement qui ne s'était jamais concrétisée, chaque sacrifice que j'avais fait et qui avait été oublié ou ignoré. Il m'a fallu 3 heures pour tout compiler. Quand j'ai fini, le document faisait 11 pages. 11 pages de preuves que j'avais été utilisé, que j'avais été tenu pour acquis, que j'avais été effacé de l'histoire tout en étant censé la financer. J'ai enregistré le document et je l'ai sauvegardé à 3 endroits différents. Puis je me suis enfin couché alors que le soleil commençait à se lever. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Le premier appel est arrivé 3 jours plus tard. Amanda, la voix serrée par la panique. Danny, qu'est-ce que tu as fait? Le propriétaire vient de m'envoyer un avis. Il dit que le bail est résilié. Il dit que j'ai 60 jours pour vider les lieux. J'étais à mon bureau au travail, en train de déjeuner. J'ai posé mon sandwich. J'ai résilié mon bail, ai-je dit calmement. Il est à mon nom. J'en ai le droit. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon entreprise. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème, Amanda. Danny, s'il te plaît. Je suis désolé pour l'anniversaire. D'accord? Je suis désolé. J'aurais dû t'inclure. J'ai eu tort. Est-ce qu'on peut s'il te plaît en parler? Nous avons déjà parlé chez Palmer. Tu as été très clair sur ce que tu penses de moi. Je ne voulais pas dire ça comme ça. J'étais stressé. J'essayais juste de protéger maman des drames. Je ne suis pas le drame, Amanda. Je ne l'ai jamais été. J'étais juste la cible facile à blâmer. Danny, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne peux pas perdre la boutique. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé. Tu as travaillé pour ça? J'ai senti ma voix devenir plus froide. J'ai signé pour ça. J'ai payé pour ça. Je l'ai garanti.
Tu t'es juste présenté et tu en as tiré tout le mérite. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'a été juste, mais maintenant c'est fini. J'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. J'ai bloqué le numéro. 2 jours plus tard, les lumières de la boutique se sont éteintes. La compagnie d'électricité avait mis fin au service comme prévu. Amanda a publié une story frénétique sur Instagram parlant d'une erreur de facturation et demandant de la patience. Elle a dit qu'elle réglerait le problème sous 24 heures. Elle ne l'a pas fait. L'Internet a suivi, puis l'eau. Un par un, les services publics que je payais discrètement depuis 4 ans ont cessé de fonctionner. L'Instagram d'Amanda est resté silencieux pendant 3 jours. Quand elle a fini par publier à nouveau, c'était un message vague sur des défis inattendus et une réévaluation du modèle d'entreprise. Les commentaires étaient remplis de clients inquiets demandant si le magasin fermait. Elle ne leur a pas répondu. Mon téléphone s'est mis à sonner constamment. Maman, papa, des tantes, des oncles, tout le monde avait une opinion sur ce que je faisais. Tout le monde était soudainement très concerné par l'unité familiale. Je n'ai pas répondu à ces appels non plus. À la place, j'ai reçu un courriel du propriétaire. Il avait envoyé à Amanda un avis d'expulsion formel après qu'elle eut manqué le premier paiement de loyer suivant ma résiliation. Elle avait 30 jours pour quitter les lieux ou faire face à des poursuites judiciaires. Les sociétés de crédit fournisseurs ont envoyé des lettres ensuite. Ma garantie étant retirée et les soldes impayés remboursés, elle réévaluait les lignes de crédit de la boutique uniquement sur la base de la performance de l'entreprise. 2 d'entre elles ont réduit ses limites de manière significative. Une a fermé le compte entièrement. L'empire soigneusement construit d'Amanda s'effondrait, et elle découvrait en temps réel que cela n'avait jamais été son empire du tout. C'était le mien. Elle n'avait fait qu'y vivre. Au 12e jour, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Nancy, ma cousine. Je ne connais pas toute l'histoire, mais Amanda dit que tu détruis son entreprise sans raison. Est-ce vrai? J'ai répondu par une seule phrase, demande-lui qui paie son loyer depuis 4 ans. Nancy n'a pas répondu. Au 15e jour, maman s'est présentée à mon appartement. Je savais qu'elle finirait par le faire. Elle n'avait jamais été douée pour laisser les conflits en suspens. Je l'ai laissée entrer cette fois. Elle avait l'air fatiguée, inquiète. Elle s'est assise sur mon canapé et a joint ses mains sur ses genoux comme si elle s'apprêtait à faire un discours qu'elle avait répété. Danny, mon chéri, je sais que tu es blessé. Je sais que l'histoire de l'anniversaire a été mal gérée, mais tu détruis la vie de ta sœur. Tu dois arrêter ça. Je ne détruis rien, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté de construire. Tu te montres vindicatif. J'en ai juste fini, maman. Il y a une différence. Elle a besoin de toi. Elle avait besoin de mon argent. Elle n'a jamais eu besoin de moi. Maman a baissé les yeux sur ses mains. Ce n'est pas vrai. Tu es de la famille. Alors pourquoi n'étais-je pas à la fête d'anniversaire? Elle n'a pas répondu. Tu as mangé le gâteau que j'ai payé, maman. Vous avez fêté ça sans moi. Et quand j'ai posé des questions, tu as fait comme si j'étais le problème, comme si j'étais trop dramatique, trop compliqué, trop difficile à inclure. Nous essayons de rendre les choses plus faciles pour tout le monde. Sauf pour moi. Elle a levé les yeux, les larmes aux yeux. Je ne voulais pas te blesser, Danny. Vraiment pas. Je pensais juste que ce serait plus simple. Amanda a dit que tu avais été stressé et elle ne voulait pas t'accabler. Amanda a dit. C'est toujours ce qu'Amanda dit, n'est-ce pas? Amanda veut, Amanda a besoin, Amanda pense. Et ce que je veux, maman? Ce dont j'ai besoin. Tu as raison. Sa voix s'est brisée. Tu as raison, et je suis désolé. Mais s'il te plaît, Danny, elle va tout perdre. Alors elle comprendra enfin ce que j'ai ressenti toute ma vie. Maman est partie 20 minutes plus tard. Nous ne nous sommes pas embrassés pour nous dire au revoir. Au 20e jour, la biographie Instagram d'Amanda avait changé. La boutique n'y figurait plus. Son dernier post était une photo d'une vitrine vide avec une légende simple, fin d'un chapitre. Merci pour votre soutien. Les commentaires étaient pleins de sympathie. Des centaines de personnes lui disant à quel point elles étaient désolées, à quel point la vie était injuste, à quel point elles étaient fières d'elle pour avoir essayé. Personne ne connaissait la véritable histoire.
Personne ne connaissait les fondations silencieuses qui l'avaient maintenu debout, ni le moment où ces fondations avaient décidé de s'en aller. Mon téléphone affichait alors 61 appels manqués. Je n'avais écouté aucun des messages vocaux. Je n'avais pas besoin d'entendre les excuses, les justifications, les supplications désespérées. Je savais déjà ce qu'ils diraient, que j'étais cruel, que je surréagissais, que la famille pardonne, que je devrais être plus noble. Mais j'avais été le plus noble toute ma vie. J'avais été celui qui donnait, qui sacrifiait, qui restait silencieux quand j'aurais dû parler. J'avais été tellement occupé à soutenir tous les autres que j'avais oublié comment me tenir debout tout seul. Maintenant, je tenais debout, et c'était eux qui tombaient. 3 mois plus tard, j'ai signé un bail pour un nouvel appartement à l'autre bout de la ville. Plus petit, plus calme, le mien. L'ancien endroit avait trop de souvenirs. Trop d'appels tard le soir auxquels j'avais répondu. Trop d'urgences que j'avais résolues. Trop de moments où je m'étais fait petit pour que tous les autres puissent se sentir grands. J'avais besoin d'un nouveau départ. Un endroit où personne ne connaissait mon numéro de téléphone, où personne ne s'attendait à ce que je sois la solution à ses problèmes. J'ai changé de numéro 2 semaines après la fermeture de la boutique. J'ai gardé le même courriel, mais j'ai filtré tout ce qui venait de ma famille dans un dossier que je consultais une fois par semaine. La plupart des messages étaient ce à quoi je m'attendais. Maman me demandant de reconsidérer ma position, papa suggérant une thérapie familiale, les messages d'Amanda alternant entre colère, marchandage et finalement silence. Nancy a envoyé un courriel qui m'a surpris. J'ai parlé à Amanda. Elle m'a tout dit. Enfin, sa version de tout. Puis j'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé de vieux messages de groupe où elle plaisantait sur le fait que tu étais le distributeur automatique de la famille. J'ai trouvé des posts où elle se vantait de sa réussite par ses propres moyens alors que tu payais littéralement son loyer. Je suis désolé, Dani. Je ne savais pas. Aucun d'entre nous ne savait à quel point c'était grave. Ou peut-être que nous ne voulions pas savoir. C'est probablement plus honnête. J'ai apprécié l'honnêteté de Nancy, mais je n'ai pas répondu. Je n'étais pas encore prêt à reconstruire ces ponts. Peut-être que je ne le serai jamais. J'ai appris par les nouvelles occasionnelles de Nancy qu'Amanda était retournée vivre chez maman et papa, qu'elle travaillait dans la vente en attendant de trouver sa voie, qu'elle avait commencé une thérapie et qu'elle avait complètement arrêté de publier sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien ressenti par rapport à cela. Ni satisfaction, ni culpabilité, juste une reconnaissance calme et lointaine que sa vie avait continué sans moi, de la même manière que la mienne continuait sans elle. Le travail s'est amélioré. Sans cette ponction financière constante, j'avais commencé à économiser de l'argent réel pour la première fois depuis des années. J'ai remboursé mes cartes de crédit, constitué un fonds d'urgence qui servait réellement à mes urgences, et commencé à cotiser pour ma retraite. J'ai même commencé à fréquenter quelqu'un, Scarlett. Nous nous étions rencontrés dans un café, celui-là même où j'avais dit à Amanda que j'en avais fini. Elle avait remarqué que je lisais un livre qu'elle adorait, et nous avions fini par discuter pendant 2 heures. Elle ne connaissait pas mes drames familiaux. Ne savait rien de la boutique, ni de l'anniversaire, ni des 61 appels manqués. Elle me connaissait simplement sous le nom de Michael. Quelqu'un de calme, de réfléchi, qui écoutait plus qu'il ne parlait. J'aime être cette version de moi-même. Celle qui existe indépendamment de ce qu'elle peut apporter aux autres. Le jour de ce qui aurait été le 64e anniversaire de maman, j'ai envoyé une carte. Pas d'appel, pas de visite, juste une carte avec un message simple, « Joyeux anniversaire. J'espère que tu vas bien. » Elle m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. « Dani, merci pour la carte. Ça a compté beaucoup pour moi. Tu me manques. Tu nous manques à tous. Je sais que je ne peux pas défaire ce qui s'est passé. Je sais que nous t'avons blessé, mais j'espère qu'un jour nous pourrons à nouveau parler. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. Je t'aime, mon chéri. Je t'aimerai toujours. » J'ai sauvegardé le message vocal, mais je ne l'ai pas rappelé. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être qu'un jour la douleur s'estomperait assez pour que je puisse m'asseoir en face d'elle sans ressentir cette vieille pulsion familière, me faire plus petit, pardonner trop vite, redevenir la personne qui réparait tout. Mais pas encore. Pour l'instant, j'apprenais à être entier par moi-même. À apprendre que je n'avais pas besoin de mériter l'amour en étant utile. À apprendre que partir n'était pas de la cruauté, c'était de la survie.
Je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement, regardant le soleil se coucher sur une ville qui semblait soudainement pleine de possibilités. Mon téléphone était silencieux. Mon compte bancaire était stable. Mon calendrier m'appartenait. Pour la première fois de ma vie, je ne portais personne d'autre à bout de bras. Je me portais moi-même. Et c'était suffisant.